Bonjour à tous, alors cette vidéo est la troisième d'une série de 4 vidéos consacrées au rapport de stage et vous trouverez le lien vers la première vidéo de cette série ici en haut à droite de l'écran et les liens pointant vers l'ensemble des vidéos de la série en description. Générique! Si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut et à la partager avec vos amis. Et si vous ne voulez manquer aucune vidéo de cette chaîne, vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur le site internet dédié, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Retrouvez tous les liens en description. Bon visionnage! Alors, comme je l'ai indiqué un petit peu plus tôt, je traiterai plus en détail le cas spécifique du BTS pilotage de procédés en fin de vidéo. Mais avant cela, je vous propose de nous concentrer sur la mise en forme du rapport de stage. Et on commence avec les grands principes. D'une manière générale, faites simple et lisible. L'originalité, nous en reparlerons un petit peu plus loin, peut être payante dans un rapport de stage, mais elle constitue en général aussi une prise de risque notable, tout en étant chronophage. Donc réfléchissez bien avant de partir dans cette direction. Faites également en sorte que le lecteur de votre rapport n'ait aucune difficulté à séparer ce qui est le fruit de votre travail personnel de ce qui a été fait par d'autres personnes de l'entreprise. Revendiquez le travail que vous avez fait, montrez que vous en êtes fier, même si les résultats obtenus ne sont pas forcément à la hauteur de vos attentes, et rendez d'autre part à César ce qui est à César. Vous éviterez ainsi de donner l'impression au jury d'être en train d'essayer de l'enfumer en vous appropriant le travail d'un autre. Pensez enfin à traduire les abréviations et le jargon interne à l'entreprise afin qu'ils soient compréhensibles par les membres du jury. Tout le monde ne sait pas nécessairement, par exemple, ce que signifie souquer les artimuses. En plus, ça veut rien dire, souquer les artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Également, dans le registre de l'honnêteté intellectuelle, évitez au maximum les copier-coller. C'est votre rapport de stage, c'est à vous de l'écrire. Un étudiant que j'ai eu en stage il y a quelques années m'a dit un jour, après que j'ai mis le doigt sur le fait que l'introduction de son rapport de master était en fait une copie de l'introduction de la thèse de doctorat d'une autre personne, que cette introduction était tellement bien écrite qu'il ne pourrait pas faire mieux. Mais ce qu'attend le jury, ce n'est pas que vous écriviez une introduction parfaite, c'est que vous écriviez une introduction tout court. Une introduction copiée et collée n'a aucune valeur dans un rapport de stage, tout le monde peut le faire, et cela ne permet pas au jury de mesurer vos aptitudes personnelles. Il en va de même avec la présentation de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé. Là aussi, faire un copier-coller de la page web de l'entreprise n'a aucun intérêt dans la mesure où il n'apprend rien sur vous au jury, si ce n'est le fait que vous sachiez copier-coller. Là aussi, créez votre propre texte. Et dans ce processus de création, citez toujours vos sources. Et citez-les de manière précise. Si par exemple vous allez chercher une donnée dans un ouvrage de référence de 1200 pages, indiquez à minima le numéro de la page sur laquelle vous avez trouvé l'information. Vous donnerez ainsi au lecteur la possibilité d'aller vérifier la véracité des informations sur lesquelles vous avez basé votre travail. A contrario, une bibliographie imprécise pourra donner l'impression au jury que les données sur lesquelles vous vous êtes appuyé ne sont pas solides et cela participera donc à déprécier la qualité de votre travail. À côté du texte lui-même, un autre grand sujet est celui des illustrations. D'une manière générale, je vous incite à n'utiliser une image ou une illustration que si cette dernière apporte une information utile au jury. Mettre par exemple des photos de la façade de l'usine dans laquelle vous avez réalisé votre stage sur la page d'en-tête ou en tout début de rapport peut avoir du sens. En inclure dans la partie dans laquelle vous présentez vos résultats en aura probablement beaucoup moins. D'autre part, essayez tant que faire se peut d'utiliser des schémas que vous avez vous-même réalisés. Cela vous permettra d'y inclure exactement les informations dont vous avez besoin en évitant les données superflues qui en pollueraient la lecture. Si néanmoins vous utilisez tout de même pour gagner du temps des schémas que d'autres ont construits, eh bien pensez, comme je l'ai indiqué un peu plus haut, à citer vos sources. Enfin, d'une manière générale, insérez systématiquement une légende automatique numérotée à proximité de chaque image, figure, schéma, dessin, tableau ou graphique et renvoyez explicitement vers cette légende depuis l'endroit du texte qui y fait référence. Cela permet d'une part de pouvoir positionner l'illustration à un endroit pratique pour la mise en page et non pas forcément juste après y avoir fait référence et d'autre part de retrouver rapidement la portion de texte qui traite d'une illustration ou d'un tableau en particulier, ce qui facilite la lecture du rapport. Parmi les usages possibles des illustrations figure la représentation graphique d'informations complexes. Vous avez en particulier tout intérêt à privilégier les schémas et graphiques par rapport aux tableaux de chiffres,
qui sont le plus souvent illisibles pour les non-spécialistes et qui ne seront donc tout simplement pas lus. Si par exemple vous souhaitez comparer les performances de plusieurs appareillages, eh bien insérez simplement dans votre rapport un histogramme représentant l'indice de performance, quel qu'il soit, pour chacun des appareillages. Et si vous jugez que le détail des valeurs numériques obtenues est important, alors placez le tableau de chiffres correspondant en annexe. De la même façon, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours, donc si vous êtes par exemple amené à expliquer un processus complexe, eh bien essayez d'en donner une représentation graphique. Cela en facilitera généralement grandement la compréhension. Dans la catégorie illustration, on trouve également les photos. Alors, si vous prenez des photos de votre entreprise, pensez à vérifier que vous en avez le droit et que votre entreprise accepte que ces photos apparaissent dans votre rapport. Les entreprises ont en effet des politiques très différentes de ce point de vue selon la sensibilité de leurs activités. De la même façon, ne prenez personne en photo sur votre lieu de travail sans avoir au préalable obtenu son autorisation, de préférence écrite si vous souhaitez éviter les problèmes a posteriori. Bien, à présent que nous avons fait le tour des grands principes, je vous propose de remonter d'un cran et de nous intéresser plus précisément à la structure du rapport. Comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, le rapport doit avant tout répondre aux attentes du jury. Et le jury s'attend, lors de la lecture du rapport, à y trouver un certain nombre d'éléments, souvent dans un ordre donné. Rien ne vous empêche évidemment de donner à votre rapport une structure originale si vous pensez que cela est nécessaire. Il faut cependant avoir en tête que cela va perturber le jury dans ses habitudes et lui demander donc un effort supplémentaire. Une telle initiative pourra donc tout à fait être récompensée si le choix d'une structure originale est effectivement pertinent, mais elle pourra également être pénalisée si ce choix est purement gratuit. À bien réfléchir donc. Les éléments que l'on trouve généralement dans un rapport de stage sont les suivants. Tout d'abord une page d'en-tête qui contient votre nom, le titre de votre rapport, le contexte dans lequel votre stage a eu lieu, autrement dit la formation suivie, l'établissement au sein duquel cette formation est suivie, la période de stage, les coordonnées de l'entreprise d'accueil, le nom de votre tuteur entreprise et le nom de votre tuteur au sein de la formation. On va trouver ensuite un résumé du stage, éventuellement en plusieurs langues, puis les remerciements, s'il y en a. Et enfin, la table des matières qui marque la fin des préliminaires. À partir de ce point, on rentre dans le vif du sujet avec l'introduction qui décrit le contexte et le sujet du stage, autrement dit ce qui fait que l'entreprise d'accueil souhaite que ce sujet en particulier soit traité, et qui décrit également la stratégie qui a été choisie pour atteindre l'objectif fixé. Vient ensuite le corps du rapport qui décrit vos activités, vos résultats, vos observations, votre démarche, ainsi que les discussions et réflexions que toutes ces données ont induites. Et on termine avec la conclusion qui dresse le bilan du travail réalisé, détermine si l'objectif a été atteint et dessine les éventuelles perspectives pour la suite du projet au sein de l'entreprise. Cette conclusion peut également, suivant les exigences de la formation, dresser un bilan des connaissances et compétences acquises au cours du stage ou encore analyser de manière critique en quoi ce stage a été ou non enrichissant pour le stagiaire. Notez que le rapport n'en est pas pour autant terminé. Il manque encore, notamment à ce stade, la liste des ressources bibliographiques utilisées pour le rapport. Alors, personnellement, je préfère que les ressources bibliographiques soient regroupées en fin de rapport. Je trouve que cela facilite la consultation de ces références en cours de lecture. Mais il s'agit là d'une appréciation personnelle et vous pouvez tout à fait choisir à votre convenance de positionner les références bibliographiques en bas de page au fur et à mesure du rapport. Notez que certaines formations imposent la façon dont la bibliographie doit être présentée, auquel cas le choix est vite fait. Enfin arrive la toute dernière section du rapport, les annexes, qui rassemblent de manière ordonnée les informations complémentaires dont la connaissance n'est pas indispensable lors de la lecture du rapport, mais qui peuvent éventuellement permettre d'apporter un éclairage additionnel sur certains aspects du travail réalisé. Notez que les annexes étant parfois abondantes, il peut être intéressant de positionner une table des annexes en début de section ou de continuer d'utiliser dans les annexes les titres automatiques utilisés dans le corps du rapport, j'en parlerai un petit peu plus en détail un peu plus loin, de façon à ce que le contenu des annexes apparaisse automatiquement dans la table des matières en début de rapport. Voilà, alors notez que ces éléments fluctuent évidemment en nature et en importance selon la formation suivie, et il vous appartient donc d'ajuster la description générique que je viens de faire ici à votre situation particulière. Et maintenant que vous avez décidé de la structure que vous souhaitiez donner à votre rapport, il ne reste plus qu'à rédiger
Et la dernière partie de cette section est donc naturellement dédiée aux aspects techniques de la rédaction du rapport. Le premier choix que vous allez devoir faire ici est celui du logiciel. Il en existe en effet plusieurs sur le marché qui permettent de rédiger un rapport de stage. On peut citer par exemple Word, Pages, Write ou encore LaTeX. Tous ces logiciels vous donneront en général un résultat satisfaisant, à condition toutefois que vous sachiez les utiliser. Mais ce ne sont pas en général les spécifications et aptitudes techniques du logiciel qui vont ici être déterminantes dans le choix que vous allez faire. Vous allez en effet le plus souvent choisir d'utiliser un logiciel, d'une part qui est déjà disponible sur le ou les ordinateurs sur lesquels vous allez être amené à travailler, et d'autre part un logiciel qui est utilisé et maîtrisé par vos encadrants, puisque vous allez être amené à échanger vos fichiers avec eux au cours du processus de relecture dont nous parlions tout à l'heure. Et à quelques exceptions près, le choix va le plus souvent s'en trouver être très limité et très probablement converger vers le logiciel Word. C'est donc ici de ce logiciel en particulier dont je vais vous parler. Notez néanmoins que les outils présents dans Word ont le plus souvent des équivalents très proches dans les autres logiciels de traitement de texte. L'étape suivante est celle du choix de la mise en page. Alors, d'une manière générale, je vous incite vivement à appliquer vos choix de mise en page de manière uniforme à tout votre document en utilisant les outils dédiés du logiciel et en particulier les styles. Cela présente en particulier l'avantage de permettre à tout moment de modifier l'allure de l'ensemble du document de manière homogène en seulement quelques clics. A contrario, les bidouilles locales, que je vous déconseille fortement, sont autant d'opérations qui devront être répétées individuellement si vous décidez de modifier la mise en page a posteriori de leur mise en œuvre, ce qui vous prendra du temps et augmentera significativement le risque d'erreur de mise en forme. Alors, considérons par exemple que vous avez choisi le style corps de texte pour formater le texte de votre rapport. Je vous propose ici de voir en détail comment vous pouvez concrètement modifier en quelques clics la mise en forme de tous les paragraphes du document auxquels vous avez appliqué ce style. Et je vais en profiter aussi pour vous donner quelques conseils concernant le formatage du texte. Donc j'ai ici un ensemble de plusieurs paragraphes auxquels j'ai précédemment appliqué le style corps de texte. Pour rappel, il suffit pour cela de sélectionner les paragraphes en question et de cliquer sur corps de texte dans la liste des styles. Dans l'idée à présent de modifier le style corps de texte, je place mon curseur au milieu de l'un de ces paragraphes et le style actuel qui apparaît tout en haut de la liste des styles est du coup corps de texte. Je clique alors sur la petite flèche située à droite du style et choisis modifier le style. Je vais à présent pouvoir, dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, modifier de très nombreux paramètres du style corps de texte. Et lorsque j'aurai cliqué sur OK, ces nouveaux paramètres s'appliqueront en fait automatiquement à tous les paragraphes auxquels le style corps de texte avait été appliqué en amont. Je vais ainsi pouvoir tout d'abord choisir la police de caractère. Donc dans un document de ce type, il est préférable d'utiliser une police qui souligne le sérieux de votre travail. Dit autrement, évitez les polices de type comics ou toute autre police rigolote. Et choisissez une taille de police raisonnable. Évitez d'écrire en taille 2, mais évitez aussi d'écrire en taille 36. Généralement, selon la police de caractère que vous avez choisi d'utiliser, vous aurez quelque chose qui sera situé entre 10 et 14 points. Après le choix de la police de caractère, l'augmentation de l'interligne par défaut est en général pertinent dans le cadre d'un rapport de stage. Un interligne double ou de facteur 1,5 a en effet un double avantage. D'une part, il permet au jury de noter des remarques dans le rapport directement entre les lignes, et d'autre part, cela aère le texte et en rend la lecture moins fatigante. Dans la même logique, vous avez tout intérêt à aérer et espacer vos paragraphes. Ajouter de l'espace entre deux paragraphes successifs par exemple, et laisser de la marge sur les côtés des paragraphes. Diminuer les marges afin de placer davantage de texte sur chaque page est une erreur classique. Si le nombre de pages de votre rapport est limité et que vous ne parvenez pas à y placer tout ce que vous souhaitiez y voir figurer, c'est que votre propos manque de concision. Pensez dans une telle situation à favoriser, comme je l'ai mentionné un petit peu plus haut, les représentations graphiques et le déplacement des résultats non essentiels en annexe. Enfin, choisissez des couleurs facilement lisible et différenciable. Dans le cadre d'un rapport, la lecture sera rendue plus facile par l'utilisation d'un fond clair et d'une police sombre et aérée, comme Cambria ou Calibri par exemple. Pensez également au fait que votre rapport doit rester lisible et compréhensible s'il venait à être imprimé en niveau de gris. Bien, à présent que nous avons vu comment formater le texte du rapport, nous allons nous intéresser à ce qu'il y aura autour et à commencer par les titres. Alors, comme je l'ai indiqué un petit peu plus tôt, ne formatez surtout pas les titres à la main. Utilisez une nouvelle fois les styles. Cela vous permettra évidemment, comme pour les autres éléments, de modifier globalement la forme de tous les titres du document de manière homogène en quelques clics, mais cela présentera aussi le très gros avantage de vous permettre une numérotation automatique de ces titres, et également l'insertion automatique d'une table des matières.
J'ai par exemple sur cette page un élément que je souhaite définir comme étant de titre de niveau 1 et 2 éléments que je souhaite définir comme étant des titres de niveau 2. Eh bien, je sélectionne simplement chacun des éléments et lui applique le style adéquat, à savoir titre 1 pour le premier et titre 2 pour les deux suivants. Il est pertinent dans un rapport de plusieurs pages de façon à aider le lecteur à se déplacer rapidement dans le document, d'en numéroter les différentes sections. Il n'existe évidemment pas une façon unique de numéroter les sections du rapport, et il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise façon de numéroter. Comme je l'ai indiqué précédemment, l'essentiel est que cette numérotation soit facilement utilisable et que le lecteur puisse se déplacer dans le document avec facilité. Personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser la numérotation de type hiérarchisation, mais cela ne vous empêche évidemment pas de faire un choix différent. Pour que cette numérotation apparaisse, il suffit de modifier la numérotation associée au style de chaque titre et de choisir celle que l'on souhaite. Une fois que les titres ont été définis, il est possible, comme je l'ai évoqué précédemment, d'insérer automatiquement une table des matières en cliquant sur Insérer, puis Table et Index. Une fenêtre s'ouvre alors dans laquelle on sélectionne Table des matières. Et puis, il faudra également choisir le style de table que l'on souhaite. Donc, il y a plusieurs styles de table, à vous de faire votre choix. Il ne reste plus qu'à valider et le tour est joué. Alors, une petite précision ici, la table des matières, comme de nombreux champs automatiques qui apparaissent dans les documents Word, ne se met pas nécessairement à jour automatiquement après chaque modification du document. Si d'aventure vous aviez besoin de forcer la mise à jour de la table des matières, il vous suffit de sélectionner la totalité du document, ce qu'on fait en appuyant sur CTRL A sur un PC ou sur Pomme A sur un Mac, puis en cliquant sur le bouton droit de la souris et en sélectionnant mettre à jour les champs. Vous avez ensuite le choix entre deux possibilités et je vous invite à mettre donc à jour la table complète puis à valider. Évidemment, une table des matières n'a de réelle utilité que si les pages du document sont numérotées. Il vous suffit pour cela d'insérer automatiquement un numéro de page dans le pied de page de chaque page. On accède au pied de page en double-cliquant dans la zone blanche qui est située en bas de page. On positionne ensuite le curseur à l'endroit adéquat et on utilise le bouton Champ qui se trouve en haut pour insérer le numéro de page. Notez que, techniquement, ce qui vient d'être inséré n'est pas un numéro, mais un champ automatique, dont le job est d'afficher le numéro de page. Et comme par défaut, le pied de page est commun à l'ensemble du document, eh bien le champ que vous venez d'insérer dans une page donnée va en fait apparaître dans l'ensemble des pages et affichera donc automatiquement les numéros de page sur toutes les pages du document. Bien, nous avons parlé du texte, nous avons parlé des titres, parlons à présent des illustrations. Images, figures, tableaux et autres éléments qui ne sont pas du texte. Personnellement, mais c'est un avis qui n'engage que moi, je vous déconseille, surtout si vous êtes débutant, d'utiliser des éléments flottants dans des documents de type Word. Ces éléments se déplacent en effet automatiquement en fonction de la façon dont vous les avez configurés pour s'adapter au texte au fur et à mesure que celui-ci est modifié. Et si cela est esthétique, cela est aussi parfois source de nombreux problèmes de mise en page qui ont évidemment tendance à se manifester lorsque vous vous apprêtez à finaliser et imprimer votre rapport pour le rendre. Sinon, ce ne serait pas rigolo. Donc oui, les éléments non flottants sont moins jolis, mais ils ont aussi la bonne idée de moins jouer avec la mise en page de votre document. Ensuite, d'une manière générale, nommez chacun de ces éléments. Ceci a plusieurs intérêts. Le premier est que vous pourrez vous y référer sans avoir à utiliser de longues périphrases. Par exemple, la partie haute du schéma qui avait été introduit dans la partie relative au second procédé souligne que blablabla devient la partie haute du schéma 36 souligne que blablabla. Avouez que c'est un petit peu plus direct. Un autre intérêt que j'ai déjà mentionné est que ces éléments n'ont plus nécessairement à se trouver juste à côté du texte qui s'y réfère. Vous disposez ainsi de plus de liberté dans votre mise en page et cela vous permet également de créer des tables de figures ou de tableaux ou de ce que vous voulez en fait en début ou en fin de document pour permettre au lecteur de retrouver plus rapidement les objets qu'il recherche. En pratique, il vous suffit pour nommer un objet de l'accompagner d'une légende automatique. Vous cliquez pour cela sur Insérer, puis sur Légende, et vous choisissez l'objet auquel se rapporte la légende, par exemple figure. Alors je ne vais pas ici présenter en détail ce menu, mais notez qu'il vous est possible de créer, si cela est nécessaire, votre propre classe d'objet avec légende, et également de modifier un grand nombre de paramètres de la légende. Une fois votre choix fait, vous validez et la légende s'insère automatiquement. Vous n'avez alors plus qu'à y ajouter le texte de la légende,
Et notez que la légende est associée à un style qui s'appelle également légende, que vous pouvez tout à fait modifier en fonction de vos besoins. Une fois la légende introduite, vous pouvez vous y référer à l'aide d'un renvoi automatique. Cliquez pour cela sur Insérer, puis Renvoi. Dans la fenêtre qui s'ouvre, il vous faut sélectionner le type d'objet auquel vous souhaitez renvoyer, par exemple ici figure, puis sélectionner l'objet dans la liste qui vous est présentée et choisir texte et numéro uniquement dans la liste qui définit la façon de renvoyer. Une fois encore, il existe plusieurs types de renvoi possibles qu'il ne faut pas hésiter à explorer, mais que je ne vais pas vous détailler ici. Il ne reste plus qu'à valider et le nom de l'objet s'insère automatiquement avec son numéro. Notez que, une fois encore, les numéros des objets avec légende et les renvois qui leur sont associés se mettent automatiquement à jour au fur et à mesure de la construction du document, mais que vous pouvez également faire cette mise à jour manuellement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Allez, dernier point de mise en forme dont je vous parlerai dans cette vidéo, ce sont les références bibliographiques. Alors, ici, c'est assez simple. Il suffit pour insérer une référence bibliographique, du moins c'est une méthode, j'allais dire, de base pour le faire, d'insérer une note. On clique sur Insérer, puis sur Note. On peut ensuite choisir entre notes de bas de page et notes de fin. Personnellement, je l'ai déjà dit, je préfère les notes de fin, mais vous choisissez ce qui vous convient, puis vous validez. Une nouvelle note a été insérée, il ne vous reste plus qu'à y placer le texte correspondant à les références bibliographiques que vous souhaitiez utiliser. Évidemment, si vous devez citer plusieurs fois la même source, vous n'allez pas insérer à chaque fois une nouvelle note. Dans un tel cas, vous insérerez une seule fois la référence, sous forme de note, puis vous utiliserez pour les références suivantes des renvois automatiques, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Simplement, au lieu de renvoyer vers une légende d'une figure, on va renvoyer vers un objet de type note. Bien, à présent que j'ai fait le tour des éléments qui sont communs à de nombreuses formations, je vais me concentrer à partir d'ici plus spécifiquement sur le BTS pilotage de procédés. Donc, si vous ne suivez pas spécifiquement cette formation, rien ne vous empêche évidemment de regarder cette vidéo jusqu'au bout, mais vous pouvez également choisir de reprendre une activité normale, sans oublier bien sûr avant de partir de vous abonner, mettre un petit pouce en l'air et de partager la vidéo avec tous les stagiaires de votre entourage. Je vous donne donc rendez-vous dans la 4e et dernière vidéo de cette série, dont la vignette devrait s'afficher ici quelque part à l'écran et dont le lien est également disponible en description. Ciao!